Eh bah oui, on est là, le 236e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, ici, ça parle vélo, ça parle cyclisme. Le Coup Tordu, c'est des interviews et des previews. Le Coup Tordu, c'est un podcast de cyclisme, un podcast de passionnés pour les passionnés. Dans l'épisode précédent, avec Latib et avec Phoenix, nous étions avec Louis-Pierre Frileux d'Eurosport. Je vais vous dire un truc et franchement, j'exagère pas. Voilà, c'est dans la vie, il y a des choses comme ça qui sont toutes simples et le bonheur, c'est ça. Voilà, tout simplement. Le bonheur, c'est ça. On était tous les quatre. On était bien. On a fait un podcast. On a reçu bien évidemment vos retours. Vous nous avez envoyé des messages tout au long de la journée. Puis je vois les stats aussi. Je vois que l'émission vous a plu. Voilà, c'était un vrai kiff. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, allez écouter cet épisode avec Louis-Pierre Frileux qui a balancé quelques exclus et on a passé un moment de dingue avec Louis-Pierre qui prépare également une très très belle saison avec les RP sur Eurosport. Il vous a parlé notamment de la reprise de Bistro Vélo. Donc allez mater tout ça, allez écouter tout ça. Le Coup Tordu, il y a pas encore d'image. Ça viendra les images. Le vidéocast arrivera forcément à un moment donné dans l'histoire du podcast, dans l'histoire du Coup Tordu. On a des petites idées. C'est pas pour demain ni pour après-demain, mais ça viendra à un moment donné dans l'évolution de ce podcast. Et donc, en attendant, voilà, en podcast, vous retrouvez Louis-Pierre Frileux sur l'épisode précédent. Alors je suis en solo pour cet épisode, pour l'analyse de la 4e étape du Tour Down Under. Donc l'épisode va pas être très très long, on varie des épisodes longs, des épisodes un petit peu plus courts. On va revenir déjà très très rapidement sur l'actualité vélo du jour. Le transfert de Caleb Ewan du côté d'Ineos. Alors je vous avoue que je suis un petit peu sur le cul. La rumeur courait depuis quelques heures, notamment Geraint Thomas qu'on avait parlé sur les réseaux sociaux. Donc lui forcément c'est qu'il avait l'info que ça discutait. Bah écoutez, moi je pense que vous êtes de mon avis à l'écoute du podcast. Déjà la manière dont ça s'est terminé pour alors attention Caleb, ça a été un sprinter extraordinaire, petit sprinter puncher de poche, probablement sur 8-10 secondes, peut-être le mec qui a été à un moment donné le gars le plus rapide de tous les temps. Je parle bien sur des distances très très courtes, sur des sprints de 8 secondes, les fameux sprints vent de face où il nous a fait passer un nombre de paris incalculable. Mais moi, surtout, ce qui me questionne, c'est la manière dont il est parti de la Lotto-Soudal. Déjà, il y avait pas mal de problèmes. Les témoignages, les interviews de ses anciens coéquipiers qui disaient qu'il avait peur. Et Pierre Barbier nous en avait parlé dans le podcast. Il nous l'a dit clairement. Quand un sprinter a peur, il devient nul. Voilà, il y a pas t'es sprinter, t'as peur, t'es nul. Donc. Et le problème, c'est que ce qui s'est passé par la suite et la saison dernière du côté de la Jayco a confirmé les propos des anciens équipiers de Caleb Ewan du côté de la Lotto-Soudal. Il a pas fait une saison terrible, notre ami Caleb, l'année dernière. Donc, encore, on se dirait, bon allez, il y a un problème à la Lotto, ça se passe très très mal, voilà, ça se finit, mésentente, peut-être que c'était pas entièrement de sa faute. Hier, avec Louis-Pierre Frileux, avec Latib et Phoenix, par exemple, on a parlé de Demi Vollering. Demi Vollering, elle était en clash avec son ancienne équipe, avec la SD Works. Visiblement, pour l'instant, alors c'est que le début, ça a l'air de très très bien se passer du côté de la FDJ Suez. Si dans 6 mois, et je pense que ça sera pas le cas, dans 6 mois, 1 an et demi, Demi Vollering s'est embrouillé avec l'intégralité du staff et l'intégralité de ses équipières, on se dira... Peut-être que effectivement à la SD Works, peut-être que la nana est insupportable en fait. Moi je pense pas. Je pense vraiment que du côté de la SD Works, ils lui ont j'en sais rien, je sais pas. Mais je pense pas que ça soit une mauvaise fille, très très loin de là. Après je la connais pas personnellement, bien évidemment. Donc Caleb, problème à la Lotto. Il arrive à la Jayco et il cartonne pas, il fait pas de gros résultats et nouveau problème. Donc là, on s'est tous dit, et je suis sûr que vous vous êtes dit la même chose que moi, Caleb, ça va quand même être extrêmement compliqué de retrouver un contrat à 30 ans. Voilà, peut-être dans une pro team pour éventuellement se relancer, une équipe qui voudrait tenter un petit peu un dernier pari, un peu à la Marc Padoun, qu'on a vu l'année dernière par exemple du côté de la Coratec, qui vient notamment de mettre un terme à sa carrière. Alors en plus, on sait que Caleb, c'est un croco, c'est un mec qui prend un certain salaire, qui a un certain standing. Alors là, il récupère un contrat du côté des Ineos. Voilà, on peut dire que c'est
je pense que Caleb Ewan doit avoir un très très bon agent. Je sais pas qui est l'agent, j'ai pas creusé pour savoir qui était l'agent de Caleb Ewan, mais je pense qu'il a véritablement un super bon agent. Alors maintenant, ce que je pense de Caleb Ewan, c'est que si Caleb a véritablement peur de frotter, parce que moi j'ai pas l'impression qu'il avait non plus complètement perdu sa pointe de vitesse. J'ai l'impression qu'il avait un peu de mal sur les courses longues. Faut quand même se rappeler qu'il y a 2 ans, 3 ans, c'est un mec qui a fait deuxième de Milan-San Remo, qui a été favori de Milan-San Remo sur certaines courses, certaines années. Donc le long il tient plus, frotter il sait plus faire. Alors il y a encore les sprints, les sprints en côte ou les petits sprints, on va dire les petits talus avec un petit peu de pourcentage où il arrive encore à faire des choses. C'est comme ça qu'on l'a vu notamment remporter une course l'année dernière sur le Tour d'Oman. Alors est-ce que Caleb devrait pas, je le dis modestement, mais devrait pas un petit peu se réinventer? D'ailleurs on a vu par exemple cette année que Fabio Jakobsen pendant l'hiver a perdu 4 kilos. Il a dit qu'il allait se réinventer, donc on va probablement avoir avec 4 kilos de moins un nouveau Fabio Jakobsen en 2025. Est-ce que Caleb Ewan ne doit pas lui aussi se réinventer et peut-être plus basculer sur un profil, j'allais dire à la Peter Sagan, mais le problème c'est que Peter Sagan c'est aussi un mec qui était capable de prendre des échappées. Caleb, on l'a jamais vu en échappée. Les seules fois où on l'a vu tout seul, c'était sur le Giro quand il se faisait larguer et qu'il était très très loin du peloton. Parce que les carences de Caleb, ça commence à remonter à il y a 3-4 ans en fait, quasiment depuis le Covid. C'est plus le même. Et combien même on veut relancer un coureur, la meilleure chose à faire quand on veut relancer un coureur, c'est de le récupérer en fin de saison, au mois d'octobre, lui donner un programme de récupération, essayer de travailler un petit peu avec lui pour voir ce qui mentalement déjà ne va pas, les axes de progression, les axes d'amélioration, lui remettre peut-être un programme de préparation physique, revenir un petit peu aux bases avec de nouvelles personnes. Donc là, on est déjà le 23 janvier, Caleb arrive chez Ineos, donc si mentalement il est pas au point et que physiquement il est atteint, pour le remettre sur pied, ça va mettre, ça peut mettre la saison en fait. Donc en plus du fait que je sois sceptique sur l'arrivée de Caleb chez Ineos, je suis aussi très très sceptique sur le timing. Après, si ça se trouve, je raconte n'importe quoi et qu'il y a peut-être de très très bons préparateurs physiques et des bons préparateurs au niveau de la préparation mentale, peut-être que du côté des Ineos, on va faire de très très grandes choses et que Caleb Ewan va claquer 3 étapes l'an prochain sur le Tour de France et qui va renaître un petit peu tel Mark Cavendish. Et encore, le problème était différent parce que Mark Cavendish, encore une fois, il a vraiment été plombé à un moment donné par les maladies, par la malchance. C'était pas l'envie qui manquait chez Mark Cavendish. On sentait pas vraiment, c'était pas une histoire de peur, c'était vraiment une maladie qui l'a planté quasiment pendant 3 ans. Et donc voilà, mais je pense que Caleb Ewan n'est pas le même champion qu'a été Mark Cavendish. Donc on suivra ça, et pour vous dire que je trouve que Caleb Ewan a un très très bon agent. On enchaîne avec notre Tour Down Under 2025. Alors pour l'instant, on va dire que ça se passe plutôt bien. On avait rentré la victoire de Simon Westford sur l'étape 2. Étape 3, on passe le top 3 de Finn Fisher Black. Alors j'avais prévenu, j'ai eu quelques messages, les pronos tu les as mis tard et tout. Alors quand je lance l'émission, c'est sur YouTube, parce que le coup tordu désormais, c'est bon déjà bien évidemment sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, mais le coup tordu c'est aussi désormais sur YouTube. Alors on voit pas nos tronches au niveau de l'animation, c'est pas encore incroyable. Dans quelques années ça nous fera marrer, mais vous avez le podcast instantanément sur YouTube. C'est-à-dire que quand j'ai fini d'enregistrer l'émission, le podcast, j'ai un tout petit peu de montage, mais franchement c'est très très rapide. Je balance ça sur les plateformes de podcast et en fonction des plateformes de podcast, ça met entre 10, 15, 20 minutes. Avant-hier sur Spotify, c'est la première fois que ça arrive, ça a mis quasiment 3 heures. Mais après je balance les épisodes sur les plateformes, c'est plus entre mes mains, et en fonction j'imagine de ce qui se passe sur les plateformes de podcast, du nombre de podcasts qu'ils ont à gérer, en fonction de leur flux, ça met entre 10 minutes et une demi-heure. Sur YouTube, c'est quasiment instantané. Donc je balance le podcast, il arrive sur YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vraiment être les premiers des premiers à écouter les podcasts, abonnez-vous à la chaîne YouTube du Coup Tordu.
Donc on a quand même eu le temps, bien évidemment, de donner notre pronostic. Le podcast est arrivé vers 11h du soir, la course démarrait à 2h du mat. Donc on passe le top 3 de Kingfisher Black. Je rappelle bien évidemment que jouer avec excès comporte des risques. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter Joueur Info Service. Les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Et moi je rajoute que la clé du game, c'est d'avoir une gestion saine de bankroll. Si vous êtes sérieux dans votre gestion, si vous ne vous mentez pas à vous-même et si vous jouez en safe, vous n'aurez jamais aucun problème. Donc on rentre et on le chatte, on le chatte un petit peu. Il aurait pu faire 4e ou 5e, c'était pareil. Mais bon, on passe le top 3 de Kingfisher Black. Alors au niveau de ce qui s'est passé sur la course, victoire de Javier Romo. Alors j'envoie toutes mes félicitations à ceux qui avaient Javier Romo. J'ai vu un copain, là, un abonné du coup tordu sur X qui l'avait passé à 200. Les amis de Vélo Futé également, qui avaient mis le curseur dessus pendant l'hiver parce que c'est un bon jeune, c'est un bon espoir espagnol. Mais moi je vous avoue que la victoire de Javier Romo sur cette 3e étape du Tour de Nonder, ça ne m'a même pas traversé l'esprit. Alors après, si on reprend ce qui s'est passé dans le final de la course, Plapi a essayé, ça a rien fait. Jevine a un petit peu passé à l'avant, mais on n'a pas senti qu'il pouvait véritablement mettre une mine à tout le monde. Narvaez, c'est un petit peu la même. Donc le niveau était assez homogène. Et finalement, si on regarde ce qui s'est passé dans cette dernière ascension, je suis désolé, je vais peut-être en choquer certains ou certaines, mais le meilleur de loin, c'était Rémi Rocha. C'était clairement le meilleur. Il gagne pas l'étape parce qu'il est peut-être un petit peu à contretemps. Il fout une première attaque au pied de la bosse, il se fait reprendre. Bon là, on se dit c'est fini, il va mettre le clignotant et puis on le revoit dans dans le paddock d'arrivée. Il arrive à en remettre une. Il réussit à remettre un écart et finalement Javier Romo a été plus malin que fort. Bien évidemment, il fallait les jambes pour réussir à faire ce qu'il a fait, mais il a été plus malin que fort et derrière ça s'est un petit peu regardé et vous l'avez tout signalé sur les réseaux sociaux. Là, je rejoins l'analyse de Thomas, je rejoins l'analyse d'Enzo bien évidemment et puis Steph le Belge aussi. Les Lidl Trek qui étaient à 5 derrière, ils ont fait littéralement n'importe quoi. Quand t'es à 5 derrière, bah tu te mets à la planche et clairement voilà. Après, ils auraient peut-être offert un petit peu la victoire à Narvaez, c'est aussi une possibilité, mais quand on voit le sprint de Philipsen, je parle pas de Jasper, je parle de Albert Philipsen de la Lidl Trek qui termine à la 4e place, on voit qu'ils avaient réellement beaucoup mieux à faire. Fallait en sacrifier 2 ou 3 et donc voilà, chacun a joué pour sa gueule. Ça se passe très souvent comme ça en début de saison et donc Romo a pu mettre la balle au fond et remporter l'étape assez tranquillement. Alors on me pose la question, est-ce que ce Javier Romo a des chances de remporter le Tour de Nonder? Pour moi, il y a, on va dire, un petit souci. Quand vous vous retrouvez comme ça, leader d'une course, et on l'a vu très souvent dans le passé, vous vous retrouvez dans une position dans laquelle vous n'êtes pas habitué. On l'avait vu clairement avec Jonas Vingegaard, c'était le Tour de Pologne 2019, quand on a découvert Jonas. Il gagne une étape, on va dire qu'il avait les notes entre les mains et bon, on l'a su après, mais il a quasiment pas dormi de la nuit avec son maillot jaune et puis derrière sur l'étape reine, il a littéralement explosé en plein vol et il a perdu ce Tour de Pologne. Donc Romo, c'est peut-être ce qui risque de lui arriver. Il va se retrouver avec une pression à laquelle il n'est pas habitué, donc ça va forcément écourter un petit peu les nuits de sommeil. Alors il a la jambe, il est bien, il a une petite avance sur Narvaez. Maintenant, forcément, les autres équipes, les UAE notamment, les Bora, les Lidl Trek, parce que Patrick Conrad est également très très bien classé au classement général. On va essayer de profiter de son inexpérience et on va dire pas la faiblesse, mais il a pas non plus une équipe incroyable pour maîtriser la course. Donc je pense qu'on va lui foutre la pression. Au niveau des cotations, sur le Bookref, Romo était sorti pour la victoire au classement général à 7,5. Je trouvais que c'était très bien doté. Je l'aurais pas pris, mais je trouvais qu'il y avait value. Depuis, les books ont plus ou moins rectifié. En France, on est sur une cote autour de 5. Je trouve que c'est bien coté. Voilà, il y a pas de value, il y a pas voilà. Moi personnellement, j'y toucherai pas.
Voilà, à peu près une chance sur 5, une chance sur 6 qu'il a de l'emporter. Je pense qu'il ne va pas l'emporter, que nerveusement ça va lui servir d'expérience pour voilà, peut-être réussir à remporter une course de ce type dans les mois ou dans les années qui viennent. Forcément, ce qui s'était passé pour Jonas Vingegaard en 2019 sur le Tour de Pologne lui a obligatoirement servi par la suite. Alors, je dis pas que Javier Romo va gagner 2 Tours de France évidemment, mais voilà, s'il se retrouve à nouveau dans cette position, ça sera peut-être à son avantage. Après, je le connais très très mal, il a peut-être un véritable mental de champion, il va peut-être réussir à surmonter cette pression et il va peut-être gagner cette course, ce Tour Down Under. En tout cas, ça sera très sympa à suivre. On bascule donc sur cette 4e étape du Tour Down Under. Alors rappelez-vous, c'est le copier-coller de l'étape qu'on avait vue en 2023, une étape qui avait été remportée par Jay Vine, par Jay Vine. Qu'est-ce que je dis ? La course, le Tour Down Under avait été remporté par Jay Vine, mais cette étape avait été remportée par Juan Dennis, Juan Dennis qui au passage, je crois qu'il est en prison. Voilà, d'ailleurs au passage le verdict du procès de Juan Dennis, on devrait le savoir ce vendredi. Il risque 7 ans de prison pour avoir renversé et tué sa femme avec une voiture, hein. Vous êtes tous au courant. Donc voilà, c'est destin brisé évidemment, histoire complètement dingue, sale histoire. Donc Juan Dennis avait remporté cette étape en 2023. Quand on avait fait l'analyse de cette étape, le coup tordu existait déjà à l'époque, hein, c'était les débuts du coup tordu, je crois que c'était notre première preview, et on pensait véritablement que cette étape pouvait se terminer au sprint. D'ailleurs, bling bling, hein, Michael Matthews était favori de l'étape, et c'est aussi un petit peu à l'époque ce que voyaient les bookmakers. Et on va dire que dans le Nettle Hill, ce fameux talus qui est situé un petit peu plus de 20 km de l'arrivée, donc le groupe de Juan Dennis et de Jay Vine était sorti et avait réussi à conserver une petite avance avec 11 secondes d'avance sur le peloton, un peloton qui avait été réglé par Caleb Ewan dont on parlait il y a très très peu de temps. Corbin Strong avait fini 3e du sprint du peloton, on avait du Brian Cocard, donc on avait quand même des sprinters qui passent bien les bosses, un petit groupe d'une 50aine de coureurs qui était arrivé juste derrière l'échappée de 5 coureurs qui avait été réglé par Juan Dennis. Alors, à quel scénario s'attendre sur cette étape ? Forcément, ce qui s'est passé il y a 2 ans, ça va donner des idées aux uns et aux autres. Au niveau de la météo, il va pas se passer grand-chose, hein. Le vent est vraiment très très faible, donc la météo n'aura pas d'impact sur le scénario de la course. Thibaut et Enzo, allez les voir sur leurs réseaux sociaux. Phoenix déjà, hein, Enzo qui vous fait une belle preview sur son site The Big Gear, hein, fait comme Louis-Pierre Frileux qui va régulièrement dessus. Allez voir ses previews détaillées. Thibaut qui vous prépare également une grande propagande sur sur les réseaux sociaux. Bon, eux, ils sont plutôt sur un scénario où ça va se tirer, ça va se tirer. Un groupe va partir dans ce Nettle Hill. Moi, je suis beaucoup plus réservé. Pourquoi ? Parce que il y a pas de grosse différence en fait entre les leaders. On voit que le niveau est assez homogène. Pour l'instant, on a eu, on l'a vu sur l'ascension du jour, même la petite ascension sur l'étape 2 où Sam Welsford l'avait remporté. On voit que tout le monde craint un petit peu tout le monde. Et moi, je pense qu'on va régler ses comptes sur l'étape 5, sur l'étape de Willunga Hill, sur l'ascension de Willunga Hill, et qu'on va plutôt chercher un petit peu à en garder sous le coude. Et voilà, je vois plutôt un sprint. Alors, faut se rappeler également qu'en 2023, quand Juan Dennis avait remporté l'étape, au pied de l'ascension, c'était la Jayco, hein, leur nom de l'époque, c'était déjà la Jayco. Ça roulait pour Michael Matthews, et Michael Matthews avait eu un problème mécanique au pied de la pente, ce qui avait complètement désorganisé le peloton, et il y avait une attaque à ce moment-là, et c'est comme ça que le groupe s'était détaché. Désorganisation qui a été décisive et donc qui avait permis à Juan Dennis de remporter l'étape. Là, je pense que ça va être quand même un petit peu plus organisé. Pour moi, alors Thibaut et Enzo sont absolument pas d'accord, mais pour moi c'est Israël qui a les notes. C'est une étape qui est complètement taillée pour Corbin Strong. Pour Stephen Williams, le classement général c'est terminé, il a chuté, il va pouvoir se mettre à la planche pour Corbin Strong. Et derrière, quand on prend la compo de l'équipe, Bennett, Clark, Pierre-André Côté, Nick Schulz et Michael Woods, on a l'équipe. Alors peut-être que Woods va encore un petit espoir pour le classement général, je sais pas, mais on a l'équipe pour contrôler la course dans le dernier talus et encore avoir des mecs pour faire un train derrière. Donc, à mon avis, du côté des Israël, on va clairement chercher à sauver son Tour Down Under avec une victoire de Corbin Strong. Après, il y a aussi des sprinters qui passent très
très très bien les bosses. Bien évidemment Mathieu Brinan de la Visma, donc qu'on découvre, qui est néo-pro, qui passe pro du côté de la Visma, prenait son Tour de l'Avenir l'année dernière. C'est un mec qui passe quand même relativement bien les bosses. On peut avoir un type qui serait sur on va dire, un profil un peu à la Wout van Aert. Donc profil de sprinter qui passe très très bien les bosses. Du côté de la Visma, on peut aussi rouler pour lui. Je pense que Brian Cocard, qui a toujours des fulgurances en début de saison, à mon avis, le coq, je pense qu'il a aussi regardé cette étape, donc il l'a coché également. Donc si on a quelques mecs du côté de la Cofidis pour filer un coup de main, on va aussi y aller. Tuntenberg est aussi un sprinter qui passe très très bien les bosses. Alors après, du côté de la Lidl Trek, maintenant on se retrouve placé au classement général avec plusieurs gars, donc j'ai un petit peu peur que Tuntenberg, on l'utilise plutôt pour servir la soupe pour les leaders. Donc pour moi, ça me fait, voilà, j'ai plusieurs, et puis les Astana pour Bettiol, voire pour Aaron Guet. Donc je pense qu'on va reporter la grande bataille au Willunga Hill. Alors peut-être que je me trompe, mais que on aura un sprint, ce qu'on avait imaginé finalement en 2023, on l'aura demain sur cette 4e étape du Tour Down Under. Alors après, on va se diriger du côté des cotations. Donc le favori de l'étape, c'est ça a bougé depuis tout à l'heure. Favori de l'étape, c'est Tobias Lund Andresen. Ok, il est à 5,50. Ensuite, on a Mathieu Brinan à 5,50, Narvaez à 7,50, Corbin Strong à 7,50. Alors Sam Welsford à 7,50, ça c'est du grand n'importe quoi. Lawrence Pitty à 17, Tuntenberg à 21, Phil Bauhaus à 29. Je n'y crois pas du tout. Je pense que les purs sprinters comme Welsford et Phil Bauhaus vont sortir du jeu. Donc vous voyez, les books sont indécis. Après on a du Fisher Black, Badjoli à 34, Brian Cocard à 34, et donc Philipsen, la propagande de la Tib et le prono d'Enzo, Philipsen est à 34. Moi j'étais plutôt parti sur Corbin Strong. Je vous avoue que la cotation me plaît pas énormément. La victoire à 7,5, c'est pas terrible. Donc on n'a pas encore les top 3, mais je voulais au moins un top 3 à 3. Donc si la cote de la victoire est à 7,50, on n'aura pas de top 3 de Corbin Strong à 3. Donc voilà, je voulais une victoire aux alentours de 10 et un top 3 aux alentours de 3. Donc je l'aurai pas. Donc voilà, pour moi, je vois pas ni sur les cotes qui sont sortis comme ça pour les vainqueurs, ni sur les match-ups, je vois pas de value réelle sur cette étape. Et donc voilà, je vais vous dire mon bet. Alors voilà, mon choix logique c'est Corbin Strong, mais je vais pas parier dessus, donc ça sera pas dans le bilan. En plus, voilà, vous le savez, il y a Side Limit également. On peut jouer aussi en fantasy. Donc demain, j'aurai aussi un œil sur le Tour de Sarja. Voilà, stratégiquement sur la Ligue 1, j'ai fait exprès de faire l'impasse sur le Tour de Under pour aligner mes coureurs, parce que si vous voulez, pour ceux qui connaissent pas Side Limit, donc voilà, faut aligner des coureurs. C'est un jeu de fantasy, et donc sur la même multi-course, la même multi-race, en fait, on avait l'Alula Tour, le Tour de Sarja et le Tour de Under, et j'ai volontairement fait l'impasse sur le Tour de Under pour aligner mes coureurs uniquement sur le Tour de Sarja, qui est je pense beaucoup plus faible que Alula, et surtout que le Tour de Under. Donc voilà, j'aurai des coureurs en Ligue 1 à la fois sur Sarja et à la fois sur l'Alula Tour. Donc j'aurai un petit œil sur Quentin Béza qui fait le Tour de Sarja, que j'aligne dans mon équipe. Voilà, je vous le dis, je l'annonce sur Side Limit. Donc voilà, j'aurai un petit œil sur le Tour de Sarja. Donc c'est ça, parce que voilà, la conclusion que je veux faire, c'est que ce qui est bien également avec le Digital Fantasy Gaming, c'est que vous pouvez également répartir vos forces. On dit qu'en matière de betting, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Le Digital Fantasy Gaming, le fantasy, moi j'aime bien ça, il limite, mais vous pouvez jouer à d'autres jeux de fantasy. Le fantasy vous permet de mettre vos œufs encore dans un autre panier. Et puis l'autre chose, c'est que déjà pour l'instant on a quand même plutôt bien croqué sur ce début de Tour Down Under. Alors voilà, on m'a demandé pour Jevine qu'on a en PLT, la gagne, ça me paraît un petit peu compliqué. Le top 3 paraît pas complètement délirant. Voilà, du côté des UAE, on peut tenter dans Willunga Hill une stratégie à deux têtes avec Jevine qui attaquerait assez tôt dans l'ascension et Narvaez qui serait derrière en couverture. Donc voilà, si Vine a la forme qui monte, si sa forme augmente, écoutez le top 3, pourquoi pas. En tout cas, même si ça passe pas, on a
plutôt bien croqué pour l'instant sur ce Tour Down Under. On sait que c'est une course qui est extrêmement difficile à pronostiquer et c'est quelque chose que j'ai vu également l'année dernière en réduisant mon volume de bêtes de 25% par rapport à l'année d'avant. On était à peu près sur 485 bêtes en 2023. Voilà, 100 bêtes de moins en 2024. Bah, ça a considérablement amélioré le bilan. Donc le but à la fin, c'est pas de parier sur tout ce qui bouge. Le but à la fin, c'est d'essayer réellement de gagner de l'argent. On sait que dans les paris sportifs, c'est extrêmement difficile. Donc, ça sera de mon côté pour cette 4e étape du Tour Down Under. Ça sera un no bet. Je rappelle à celles et ceux qui veulent, alors je vous ferai un épisode pour ceux qui veulent débuter sur Side Limit. La semaine prochaine, je vous ferai un épisode comment bien débuter sur Side Limit. J'en ai très peu parlé dans le podcast, mais j'ai acheté un trophée également que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux du coup tordu. Un joli trophée qui sera remis au manager de l'année, au manager Side Limit de l'année 2025. On fera un vote en fin d'année. Alors ça sera pas forcément obligatoirement un manager de Ligue 1 qui va tout écraser. Ça sera peut-être pas forcément quelqu'un qui est dans le jeu à l'heure qu'il est. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas encore sur Side Limit, qui est à l'écoute du podcast, qui ne connaît pas Side Limit et qui par son talent de scouting, par ses compositions d'équipe va nous éblouir, va aller chercher ce trophée en plus de toutes les récompenses. D'ailleurs, je vous le rappelle, Valentin a annoncé une augmentation des prize money sur Side Limit en 2025 de 25%. Voilà, donc il y aura plus de monétisation encore cette année sur Side Limit. Je rappelle que Side Limit n'est pas sponsor, n'est pas partenaire de ce podcast. C'est vraiment un projet auquel on croit. Donc coup tordu 0. Je place au passage notre code de parrainage. C'est voilà, l'inscription est bien évidemment totalement gratuite. La Ligue 4, vous pouvez vous faire la main de manière totalement gratuite. Désormais sur la Ligue 3, il vous suffit d'un ou deux coureurs pour rentrer dans le jeu, et un ou deux coureurs, vous pouvez trouver ça à 50 centimes. Donc ça peut aussi aller très très vite pour vous faire une galerie avec la Ligue 3. Donc je vous redonne notre parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0. Si vous avez des questions sur Side Limit, venez me voir en message privé et je vous ferai un épisode la semaine prochaine, un épisode inédit qui s'intitulera Comment bien débuter sur Side Limit. Je vous rappelle que vous retrouvez Thibaut sur son compte Twitter, Thibaut Chambre, Enzo alias Analyste Phoenix sur Twitter, sur X et sur Blue Sky également. Le coup tordu est aussi sur Blue Sky. Là, ça y est, on est sur Blue Sky, c'est parti. Donc The Big Gear, Enzo sur son site internet, et puis donc on est sur Blue Sky, X, Twitter, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est également sur TikTok. Je sais pas si on se retrouvera en podcast pour la 5e étape, l'étape du Wollongong. C'est vraiment pas sûr du tout parce que j'ai un vendredi très très chargé, donc il est possible qu'il n'y ait pas de podcast, mais voilà, je vous afficherai un prono sur les réseaux sociaux. Si j'en mets un, je vous le mettrai assez tôt s'il n'y a pas de podcast. Voilà, puis encore merci à vous tous, le podcast qui est, voilà, on voit les écoutes, on voit que ça grimpe, on voit que ça monte, on voit que ça explose, et on est parti pour une très très bonne année tous ensemble. Voilà, allez, je vous dis à très vite, ciao les amis.